Bon, du coup, bonjour. Merci, mesdames et messieurs de la presse qui avaient répondu à notre invitation. Notre conférence de presse est donc enregistrée, donc on pourra la faire passer à vos collègues pour qu'ils ne manquent pas ce moment. Bon, il s'agit pour nous de présenter le recours qui vise à obtenir l'abrogation de la délibération qui a privatisé le port de commerce de Port-la-Nouvelle, qui a été voté en décembre dernier par la commission permanente de la région. Un mot sur le contexte, même si Albert Cormary, qui connaît beaucoup mieux l'histoire que nous tous réunis, Oh non, arrête, pourra présenter un historique plus précis, mais rappeler qu'en juillet 2018, le Conseil régional a voté un projet d'extension du port à hauteur de 350 millions d'euros, avec des travaux colossaux qui touchaient les fonds marins, qui construisaient 3 km de digues, et avec notamment un impact environnemental sur l'écosystème local qui n'était pour le moins peu maîtrisé et qui avait été dénoncé, y compris dans l'enquête publique, par de nombreuses associations environnementales, y compris parce que le projet économique était pour le moins farfelu, reposant sur le doublement des importations de pétrole et le triplement des exportations de blé tendre à destination de l'Afrique du Nord. Deuxième temps, en avril 2019, la région a voté le lancement d'une procédure de privatisation du port, à laquelle les élus de la France insoumise s'étaient opposés, souvent seuls au départ, et faute d'arriver à convaincre une majorité de collègues, nous avions joué une sorte de rôle de lanceur d'alerte, faute de mieux. Et nous avons trouvé des lanceurs d'alerte qui, eux aussi, se battaient souvent seuls contre tous. C'était le collectif des opposants, des riverains, Balance ton port, qui prendront la parole tout à l'heure. Force est de constater que, à force de faire du travail d'alerte, de proposer des amendements à la région, que le collectif convainque des riverains, lors de la conclusion du contrat, le 11 décembre dernier, les élus insoumis, mais également les élus d'Europe Écologie Les Verts, ont voté contre la conclusion du marché, donc de la privatisation du port. Si bien qu'aujourd'hui, se présente à vous un front politique, un front associatif et un front citoyen pour contester cette privatisation et demander à la région de revenir dessus. Vous avez ici des représentants de l'association des riverains, Port, de la Confédération paysanne, Pascal, de l'affaire du siècle avec Chloé Gerbier, des Amis de la Terre, s'ils ne sont pas arrivés, je pense qu'ils vont arriver pendant la conférence de presse, d'Extinction Rebellion et de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Nous voulons vous démontrer que la privatisation et le plan stratégique de développement du port décidé par la région portent atteinte à un certain nombre de principes et de droits fondamentaux. Le premier étant les principes démocratiques élémentaires. Parce que le plan stratégique qui a été voté par les élus a été caché aux élus, puisqu'il n'a pas été présenté en séance. Voilà. En tout cas, il n'a pas été présenté à l'oral, il n'a pas été expliqué. Et malgré des demandes que j'ai formellement posées, très précises, aucune réponse ne m'a été apportée, par exemple sur la question des risques industriels induits par le plan stratégique à Port-la-Nouvelle. Donc le droit des informations des élus a été méconnu. L'intérêt des contribuables et de la collectivité est méconnu, puisque le pacte d'actionnaires assure que le pouvoir décisionnel appartient à l'opérateur privé. Aucune décision ne peut être prise sans l'opérateur privé. Pourtant, les coûts supportés le sont principalement par la collectivité, notamment les coûts que l'on appelle non maîtrisables, soumis aux aléas. Voilà. Si bien que les profits sont garantis pour l'opérateur privé, alors que les coûts induits sont très largement socialisés. Enfin, ce projet repose sur une conception des échanges économiques et une conception de la question climatique et écologique profondément rétrograde, puisque notamment l'impact écologique n'est pas considéré avec des projets qui sont absolument aberrants et qui pour l'instant sont cachés par la région, notamment le fait de vouloir importer des dizaines de milliers de tonnes de céréales depuis le continent nord-américain, le fait d'importer du bioéthanol depuis l'Amérique latine, alors qu'on sait que cette
activité contribue à la déforestation de l'Amazonie. Bon, voilà. J'ai terminé ma présentation. Si vous voulez bien, on va essayer de détailler un petit peu le contenu du recours. Et s'il le veut bien, je vais d'abord donner la parole à Albert, qui va nous présenter ce qu'il veut, mais notamment les risques industriels induits par le projet. Bonjour à tout le monde. Bon, tout d'abord, un petit historique, parce que quand même, il y a quelques personnes qui connaissent mal cette histoire, cette affaire. C'est un vieux projet, ce projet d'extension portuaire, qui date des années 76-78, qui à l'origine était pour importer plus de pétrole. Puis c'est un projet qui est tombé dans les limbes dans les années 1983-84. C'est un projet qui est resté dans les tiroirs, qui est resté là, qui a subi les toiles d'araignée sans doute, et qui est ressorti beaucoup plus récemment, dans les années 2007-2008, à l'occasion des émeutes de la faim en Afrique. Alors vous direz quel est le rapport? Ben, si le rapport, c'était l'exportation de céréales dans ces pays-là, notamment de blé dur, hein, pour faire de la semoule. En même temps est arrivé un projet de raffinerie d'huile de palme. Ce projet de raffinerie d'huile de palme ne pouvait se réaliser qu'avec une extension du port, parce que le bateau qui est spécialisé dans ce genre de transport ne pouvait pas rentrer dans le port actuel. Ce projet de raffinerie d'huile de palme est tombé à l'eau, si on peut dire, mais le projet est quand même resté. Il a été ressorti par la région qui était la région Languedoc-Roussillon à l'époque, ce qui a donné lieu à un débat public en 2013. Lors de ce débat public, beaucoup de questions ont été posées. D'abord, il a été très suivi, ce débat public. Il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués dedans. Et il a été l'occasion de beaucoup d'interrogations sur le modèle économique, déjà à l'époque, où on disait, mais vous voulez faire un port, mais pourquoi? Et il y avait une étude économique, je mettrai des guillemets sur l'étude économique, qui disait, on va doubler les exportations, ou tripler les exportations de céréales, on va doubler les importations de pétrole, etc. Il y avait très peu d'éléments sur tout ce qui est environnemental, mais enfin, on se doutait bien qu'il y avoir des problèmes. Et on n'a plus entendu parler du projet jusque pratiquement en 2017. En 2017, déjà en 2016, on avait vu des engins qui venaient faire des essais, des mesures, etc. Mais bon, on ne parlait pas du projet. Et en 2017, tout d'un coup, on a appris que le projet allait se réaliser. Il allait se réaliser et on a découvert le dossier juste avant l'enquête publique qui a démarré en mars 2018. Et on a retrouvé dans le dossier les mêmes éléments économiques, complètement farfelus. On a retrouvé une étude d'impact qui était énorme, mais qui ne disait pas grand-chose. Et ça nous a mobilisés sur deux points particuliers. Le premier, c'est sur la destruction de centaines d'hectares de fonds marins, qui sont aujourd'hui réalisés pratiquement. Pardon. Et très probablement un impact sur les échanges entre la mer et le complexe lagunaire Bages-Sijan qui est à l'arrière du port, et le port étant le gros de liaison entre la mer et ses étangs. Tout simplement pour des questions mécaniques, quand on prolonge un tuyau, on diminue les charges dans le tuyau, donc on va perturber ces échanges, que ce soit pour la masse d'eau qui réoxygène les lagunes, et que ce soit aussi pour les transferts de poissons, de dorades, de loups, etc. Donc on avait ces deux, surtout, il y a d'autres aspects environnementaux qui se posent, notamment sur le chantier lui-même. Extraire 4 millions de tonnes de rochers, de cailloux, de gravier, faire 700, je crois que ça doit être 700 000 tonnes à peu près de béton, c'est pas rien du tout, ça se réalise. Les cailloux, il y en a certains qu'on est allé chercher à Piombino en Italie, d'autres dans le Tarn. Donc vous voyez que ça a quand même des conséquences. Et ça a des conséquences sur la qualité de l'air en général, mais aussi ça a des conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans l'enquête publique, il y a eu de nombreuses questions là-dessus. Quel va être l'impact climatique d'un tel chantier? Et là, il n'y a jamais eu de réponse. Nous-mêmes, le collectif Balance ton port, on a rencontré plusieurs fois des responsables de la région, on leur a posé la question, on n'a jamais eu de réponse. Mais on a toujours entendu
le discours, on va faire le port de la transition énergétique, on va faire etc., avec les éoliennes, l'hydrogène, très bien emballé, tout cela. Mais est-ce qu'il faut faire tant d'émissions de gaz à effet de serre, donc avoir un tel impact climatique pour pouvoir prétendre après se rattraper? Nous pensons que ce n'est pas une réponse. Donc le projet a continué. 2019, les travaux ont commencé. Ils ont commencé. Alors, quand je parle des impacts climatiques, il y a un retournement parce que l'entreprise qui est co-contractante avec Bouygues, Boskalis avait des chantiers aux Pays-Bas qui avaient été arrêtés justement à cause de l'impact climatique. Aujourd'hui, on est devant ce problème de CEMOP, qui est une privatisation du port, parce que la CEMOP, c'est une société d'économie mixte, mais de statut privé. Donc, on ne peut pas dire que ce ne soit pas une privatisation. Mais je crois que mes camarades vont en parler encore. Et je leur laisse la parole. Alors, peut-être Pascal Pavie pour la Confédération paysanne? Vous m'entendez? Oui. Très bien, Pascal. À la Confédération paysanne, on est vraiment scandalisé par l'état même du projet. On était déjà en colère, maintenant on est carrément scandalisé. Ce qui suit le projet de privatisation, on était déjà en colère parce que ce projet il prévoyait de tripler les exportations de céréales, essentiellement de blé dur. Et nous dénoncions l'argent que mettaient les collectivités territoriales, le conseil régional, le département et la Comcom de Narbonne dans ce projet. C'était quand même, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, une somme considérable, le plus gros investissement de l'Occitanie, 350 millions d'euros. Et alors qu'en agriculture, pour l'installation, pour la relocalisation, nous avions besoin de cet argent et on aurait bien voulu l'avoir. On n'arrive pas à installer des jeunes. On avait dénoncé ça parce que ce projet de triplement était complètement irréaliste et nous avions raison, puisque l'Occitanie même cultivait 220 000 hectares dans les années 2015, elle n'en cultive plus que 80 000 hectares. Nous l'avions dit, les aides de la PAC diminuant, les agriculteurs cultiveraient moins de blé dur. En plus, sur un marché international très concurrencé, lié aussi aux accords de libre-échange que nous avons dénoncés et que le Conseil régional a aussi dénoncé puisqu'il y a eu une motion contre le CETA. Alors maintenant, l'étape supplémentaire, alors là, c'est vraiment le scandale puisque nous apprenons dans le business plan de la CEMOP qu'on va non seulement, donc on entérine le fait que nous avions raison, il n'y aura pas de triplement d'exportation de céréales en France, de la France, qui partiront, même en piquant les marchés sur le nord de la France, à La Rochelle, etc. Ce triplement est complètement impossible. Donc ça, c'est quand même intégré. Donc dans le business plan, on apprend que finalement, on va importer des céréales jusqu'à de 200 000 tonnes à 400 000 tonnes pour combler ce déficit que nous avions prévu et qu'on va les importer des USA et du Canada. Alors, c'est quand même le comble de l'ironie puisque le Conseil régional parle de relocalisation, parle de motiver la production de l'Occitanie. Et on se retrouve avec un hub, ce qu'ils appellent un hub d'importation en provenance alors on nous assure qu'évidemment, ce ne sera qu'un transit vers les marchés d'exportation, du Maghreb, etc. Mais en plus, c'est pour concurrencer les agricultures locales, ce qui est complètement contraire à la souveraineté alimentaire que nous prenons. Et tout ça orchestré par le groupe coopératif Axéréal, Artéris et compagnie. Donc ça, c'était notre premier objet de colère. Et maintenant, on passe aussi à un autre objet de colère, c'est donc les importations d'engrais. Après Beyrouth, vous comprendrez qu'on a eu un regard un peu plus attentif sur cette histoire. On l'avait déjà eu avec AZF à Toulouse, avec quand même quelques regrettables morts. Et donc, on apprend qu'il va y avoir la création d'un hangar de 1 hectare de surface, 10 000 mètres carrés, pour l'importation d'engrais manufacturés, dont on ne connaît pas vraiment la nature, mais on se doute bien que maintenant, c'est du nitrate d'ammonium en partie.
et des engrais chimiques. Donc on passe sur un nouveau site Céveso à Port-la-Nouvelle, qui en avait déjà 5, c'est déjà pas mal, à haut risque. Et donc, on va importer, avec la bénédiction de la FDCEA et des groupes coopératifs, qui sont tout heureux d'avoir des engrais moins chers que ce qu'il y a actuellement sur le marché national, mais en complète contradiction avec les objectifs de diminution des gaz à effet de serre qui sont causés dans l'agriculture, en contradiction avec les pollutions que ça entraîne dans les cours d'eau, et aussi avec les objectifs même de la région qui dit on va changer de modèle agricole, on va passer dans l'agroécologie. Alors comment on peut mettre de l'argent dans un projet qui va renforcer les importations d'engrais? Troisième source de colère et de scandale, on apprend aussi maintenant, ça c'était quelque chose qui n'était pas dans l'enquête publique, c'est donc il y a une tromperie sur la marchandise aussi par rapport au public. On apprend aussi que le port va être un port d'importation d'éthanol. Alors, actuellement, il y a déjà de l'éthanol qui passe par Port-la-Nouvelle, mais des petites importations ou exportations, je ne sais pas, entre 6 000 et 12 000 tonnes. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça représente. Mais là, on passerait en 2030 à 660 000 tonnes d'importation d'éthanol. Alors, encore une fois, ça concurrence la production d'éthanol en France, qui sont issus soit des distilleries viticoles de notre région, ou soit des betteraviers du Nord. Déjà, ça concurrence ça. Et en plus, l'éthanol, il viendra d'où? Il viendra évidemment du Brésil ou d'Amérique latine. Et vous savez, l'aspect concurrentiel des terres au Brésil, l'éthanol, c'est la canne à sucre, c'est l'exploitation intensive des sols au détriment des forêts amazoniennes, etc. Voilà les 3 objets de notre colère. Alors maintenant, nous, on a été très naïfs aussi. On a cru qu'en 2020, il y a eu le schéma qu'on appelle le SRADET, qui est un schéma de développement et d'égalité territoriale et qui inclut des objectifs écologiques qui sont vraiment super de la région. On nous dit qu'on va changer de modèle agricole, on nous dit qu'on va avoir un type de développement vertueux, etc., etc. Ce SRADET, il a quand même une valeur prescriptive par rapport à tous les plans de développement, les plans locaux d'urbanisation, etc., etc. Alors, comme disait tout à l'heure Madame Chloé Gerbier, on pourrait faire un procès contre la région parce qu'elle ne respecte pas le minimum de ses engagements. Au moins faire un calcul sur ce problème d'impact écologique sur l'agriculture, aussi sur l'environnement, aussi pour les petits pêcheurs des étangs de Bages et de Sigean. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? On n'a pas d'évaluation, aucune évaluation sur tous ces sujets-là. Bon, j'en finis. J'espère que j'ai fait un condensé de tous les objets qui nous opposent à ce projet. Donc, on s'associe au recours et aux démarches juridiques qui pourraient être faits vis-à-vis de la région. Merci à vous. Alors, si je crois qu'il y avait Extinction Rebellion, puis après il y aura peut-être Myriam et Justine. Vas-y, Julie, c'est ça? Bibi, Brigitte. Brigitte, excuse, pardon. J'arrivais pas à mettre le son, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est au nom d'Extinction Rebellion que je m'exprime. Pour nous, l'extinction du porc n'est pas du tout pertinente, ni écologiquement, qui est un peu notre dada, ni économiquement, voire même sanitairement parlant. Donc, c'est la vraie catastrophe. Il se situe effectivement dans un contexte particulièrement riche sur le plan de la biodiversité. Et agrandir le porc, comme l'a dit Albert, c'est détruire des centaines d'hectares de fonds marins. Une grande partie a déjà été faite. Et la destruction de fonds marins va amener la modification aussi des échanges entre la mer et les étangs, avec cette digue qui s'étend, et des étangs qui risquent de s'asphyxier, alors que pendant des années, on a dépensé de l'argent pour mettre en service les étangs qui étaient déjà en train de mourir. Donc déjà, là, on ne sait pas où on va.
Donc l'écosystème de l'espace lagunaire est en jeu. D'autre part, ce qu'a annoncé Pascal, pareil, ça correspond à nos valeurs, Monsieur Pavie de la Confédération paysanne. Tout ce projet va contribuer à la déforestation. Il ne correspond à rien à une décroissance sereine ou une croissance verte qu'ils appellent, etc. Pas moi. Donc, moi, je dis qu'on peut constater aujourd'hui que les lignes bougent, puisque l'affaire du siècle qui vient de gagner son procès contre l'État pour inaction climatique. Donc, espérons que nous aussi, on peut être entendus. On n'est pas sur un projet qui fait vivre le territoire, mais plutôt dans la continuité de développer un système qui tue notre biodiversité à petit feu. Nous, à Extinction Rebellion, on pense que nous sommes la nature. Et si nous la tuons, nous nous tuons tous. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On poursuit ce modèle obsolète dans une idéologie libéraliste, mais en plus de ça, écocide. Et la région, derrière, elle fait du greenwashing avec son port du futur. Donc, il faut vraiment arriver à réveiller l'esprit des gens qui ont été endormis par ce système d'emploi, dont certains d'entre vous vont parler après. Et pour nous, ce port du futur, c'est en fait le port du vieux monde, avec un montage financier scandaleux et un désastre écologiquement parlant. Les décisionnaires, et je pense que j'en ferai partie dans 20 ans, je suis encore vivante, seront accusés d'écocide quand l'intelligence collective aura fait son chemin, parce que j'y crois, je ne fais pas partie des fatalistes. Et je rajouterai qu'il y a un rapport de la MRAE qui est très intéressant, qui est disponible sur notre site internet. Il y a beaucoup de ressources sur notre site internet, balance ton port la nouvelle toutattaché.fr, qui démontre qu'ils ont utilisé une modélisation la plus optimiste sur une étude d'il y a 10 ans en arrière. Donc moi, je voudrais savoir s'il y a des nouvelles modélisations qui ont été mises en place par rapport aux nouvelles annonces du GIEC. On ne va pas être à plus 40. Donc, est-ce que pour la nouvelle va être sous l'eau avec ses 5 sites Céveso ou est-ce que ça va être bien géré? Voilà. Il y a des tas de choses on ne peut pas tout vous dire aujourd'hui, mais voilà, je suis contente d'avoir rejoint le collectif Balance ton port et qu'on soit toutes ces associations, autant politiques, etc. On essaye de faire bien. Voilà. Très clair, merci. Myriam ou Justine, comme vous voulez. Je ne sais pas si Justine veut Vas-y, tu as parler. l'air parti. J'y vais? Allez, je vais commencer. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous dire à quel point je me sens ragaillardie par ce que je viens d'entendre, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver là, même si c'est en visio, de manière assez offensive sur ce projet qui est effectivement un désastre à tous les points. Voilà, je voulais le dire, je tenais à le dire parce que ça fait plaisir et j'espère qu'effectivement on va gagner aussi sur ce sujet-là. D'abord, je voudrais dire que la France Insoumise se portera requérante et soutiendra le recours, elle aussi. Hein, je pense que c'est évident, mais c'est bien de le préciser. Première chose, j'espère que ce recours aussi va permettre d'en finir avec en même temps, vous ne savez pas de M. Macron, mais de Mme Delga. Parce qu'effectivement, depuis des années, on nous dit, enfin, Mme Delga nous dit, et ses amis, qu'elle défend les services publics et on privatise un port. Entre parenthèses, on a un autre port qui est géré par la région, qui est le port de Sète, qui va être de fait mis par ailleurs dans le projet actuel du port La Nouvelle en concurrence avec celui de La Nouvelle, enfin on marche quand même sur la tête. Autre chose, on parle dans la région de transition écologique et en même temps on fait ce port effectivement qui est d'un point de vue écologique catastrophique, ça vient d'être rappelé, et d'un point de vue économique une gabegie monstrueuse. Effectivement, les centaines de millions d'euros qui sont mis dans ce port pour être mis dans d'autres projets. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'aborderont, mais dans les réunions et le travail qu'on a pu avoir avec le collectif, il y a d'autres projets beaucoup plus intelligents, tournés vers l'avenir, qui sont proposés, qui sont à l'étude et qui ont été écartés. Hein. Le débat à la région Occitanie n'a pas eu lieu. Et puis dire encore qu'à la région Occitanie, on parle beaucoup de démocratie et en même temps, en fait, on fait passer ce projet et de privatisation notamment du port en catimini, puisque ça a été absolument pas discuté, c'est passé en commission permanente, ça n'a même pas fait l'objet
d'un débat en assemblée plénière, avec au moins la possibilité d'avoir un débat contradictoire avec des amendements. Pas du tout. C'est passé comme ça, comme si c'était une broutille. Donc un vrai problème à la fois donc écologique, à la fois économique et à la fois démocratique. Et cette situation ne peut plus durer. Voilà. D'où le recours aussi. Mais je pense qu'il va falloir continuer à se battre sur le terrain, à expliquer, à mobiliser. Je me réjouis qu'après moi, c'est une camarade de l'école Europe Écologie Les Verts qui va intervenir. Je pense qu'enfin, on s'est retrouvés sur ce, je l'espère vraiment, sur ce combat-là. Parce qu'effectivement, ce projet de Port-la Nouvelle, tel qu'il est aujourd'hui, est un projet qui est un projet d'avant. Voilà, un projet de l'économie productiviste, un projet libéral, et qui effectivement complètement, qui a trompé très longtemps, bardé de vert. Hein, c'est du greenwashing, effectivement. Et d'ailleurs, je pense que Laurence peut le dire, elle l'a déjà dit, lorsqu'on regarde de plus près, le port ne sera pas terminé en termes d'extension, que déjà d'ailleurs seront installées les 8 éoliennes offshore qui servent de prétexte à ce port aujourd'hui, alors qu'on aura détruit les fonds marins, on aura étranglé, étouffé les étangs, on aura dépensé des centaines de millions d'euros qui sont des millions d'euros de nos impôts, hein, de l'argent public, et donc on doit demander des comptes et on doit se battre contre ce projet. Voilà. Et j'espère qu'on va réussir à le battre tous ensemble. Merci beaucoup Myriam. Bonjour à toutes et à tous. Je précise que je m'exprime en tant que porte-parole de la campagne d'Antoine Maurice, l'Occitanie naturellement, et que je suis également candidate aux élections régionales pour le département de l'Aude. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, nous soutenons cette procédure en recours gracieux. Et Myriam, effectivement, on se rejoint, ça fait très longtemps puisque Albert a un peu rappelé l'historique de ce projet. Et les militants Europe Écologie Les Verts de l'Aude, depuis 2013, depuis le débat public, on avait de gros doutes et de gros questionnements sur la viabilité écologique, mais aussi la viabilité économique de ce projet. Malheureusement, l'avenir nous a donné raison puisqu'en 2018, on n'a pu que constater l'étendue des dégâts sur notre littoral. On l'a déjà évoqué, mais je le rappelle encore, hein, c'est les fonds marins, des centaines d'hectares de fonds marins dévastés, les échanges entre les étangs et la mer perturbés et des nuisances extraordinaires liées à des tonnes et des tonnes, des millions de tonnes de roches extraites et transportées. Et aujourd'hui, avec cette CEMOP et avec ce projet de développement, c'est une autre dimension, c'est vraiment la dimension, l'absurdité économique de ce projet qui nous explose à la figure, puisqu'on parle quand même de transporter, d'augmenter les échanges maritimes sur du blé dur, sur des céréales du Canada. On parle de stocker des engrais chimiques potentiellement dangereux pour les populations, alors même qu'on se prévaut d'être une région championne de l'agriculture biologique. Donc, on le voit, c'est un projet du monde d'avant, de l'économie d'avant, qui est à tout point de vue négatif pour l'environnement, qui est écocidaire, mais qui est aussi une gabegie économique, on l'a dit précédemment. Et donc, aujourd'hui, il existe des projets porteurs d'avenir, des projets porteurs d'espoir. Il est encore temps de les mener avec la population, démocratiquement, en concertation. Et le message aujourd'hui, il est clair. Il faut que la région entre en cohérence, mette en cohérence ses paroles et ses actes et renonce à ce grand projet inutile. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et du coup, je passe la parole à... Ok, merci Justine. Peut-être que Laurence, tu peux faire un point sur les possibilités d'alternatives qui ont été imaginées? Oui, bonjour. Alors, déjà, avant de faire un point sur les possibilités d'alternatives qui sont imaginées sur les activités, j'aimerais faire un petit retour sur les alternatives qu'on avait déjà proposées dès 2013 dans le débat public, que ce soit sur la configuration du port que sur les activités, justement. Parce que sur la configuration du port, il y a des propositions qui avaient été faites à la région, et notamment même un projet d'un ingénieur portuaire qui montrait qu'il était possible de faire autrement. Par exemple, avec une entrée de port à 2 passes qui permettait d'avoir un peu plus d'échanges avec mer et temps.
une construction des digues à caissons et non pas des digues en enrochement, qui permettait d'avoir un port modulable, parce que les digues à caissons, on peut les déplacer, alors que les digues par enrochement, on ne peut plus les déplacer. On est en train de construire une muraille de Chine à l'intérieur de la mer, là. Et dès 2013, j'avais personnellement écrit un cahier d'acteurs qui faisait la part belle aux alternatives au niveau des activités. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui avaient été faites dès 2013. Mais tout ça, ça n'a pas été pris en compte dans le projet de 2018-2019. Aujourd'hui, il y a encore des choses possibles à développer, et notamment, il y a plusieurs activités qui ont été discutées au sein du collectif. L'une, c'est le recyclage de bateaux de plaisance. Il y aurait un fort potentiel là-dessus. Il y a une possibilité aussi de recyclage des coquilles d'huîtres pour en faire des revêtements de sol. Donc, on sait que sur les étangs de Leucate, sur Brissan, il y a les productions d'huîtres et qu'on a énormément de coquilles à recycler. Et enfin, un projet qui me tient à cœur, c'est le développement d'une autre marine marchande. Tous les moyens de transport sont en train de faire leur transition, que ce soit les véhicules légers, les bus, les avions même sont en train de passer à d'autres énergies pour se déplacer. La marine marchande n'a pas énormément évolué, même pas du tout, à part aller dans le gigantisme, ce qui est en fait à l'encontre de l'ère du temps. Donc aujourd'hui, il y a un vrai potentiel sur le développement d'une autre marine marchande, et notamment la marine marchande à la voile. Sur la côte atlantique, il y a déjà des projets, en Angleterre également. Il y a des sociétés qui investissent dans des nouveaux bateaux de marine marchande à la voile. Il y a la société TOWT, par exemple, qui vient de débloquer un projet de 60 millions pour construire, je crois, 6 bateaux de marine de transport à la voile. Et pour la nouvelle, on a l'occasion sur le bassin méditerranéen de développer quelque chose d'innovant et de créateur d'emplois locaux. Voilà. Et sans développer de nouveaux sites Céveso, de nouveaux sites dangereux. En plus, on a un potentiel énorme sur la région Occitanie, c'est qu'on a toute l'ingénierie d'Airbus qui est en pleine reconversion aujourd'hui, et qui pourrait être planché sur ce développement de marine marchande du futur, en fait. Voilà. Merci, Laurence. Voilà, merci à vous. C'était très clair. Alors, je ne sais pas, est-ce que Chloé, vous voulez dire un mot? Si vous voulez. Nous, ça avec plaisir. Ce qui est assez intéressant, c'est quand même de voir que ce projet, et autour de ce projet, il y a aussi d'autres enjeux peut-être qu'on n'évoque pas assez, mais il y a bien sûr celui des droits de recours et de la participation du citoyen. On parle d'un projet qui a été saucissonné comme pas possible, où il était hyper compliqué en fait de faire un recours contre ce projet, de donner la voix aux citoyens, et avec pourtant une mobilisation contre le projet qui était très forte. Donc on n'arrivait pas en fait à faire ce chemin-là, et vous avez trouvé, et je vous en félicite carrément, ce moyen en fait d'aller attaquer la création de la CEROP. Et c'est hyper intéressant, mais on a encore une fois cette vitrine un peu des projets imposés et polluants en France, qui est la résistance à la participation citoyenne, à la volonté écologique, qui se traduit en fait par des procédures obscures, par une difficulté d'obtenir les documents et par une difficulté en fait de faire entendre notre voix. Et dans un second temps, peut-être simplement pour relier à la décision qui a été prise hier par le juge, on est en fait à un moment où c'est au juge, et le juge y va, et il dit à l'État que celui-ci ne fait pas assez
pour atteindre les objectifs qu'il s'est lui-même fixés, qu'il ne prend pas ses responsabilités et qu'il ne fait pas assez dans la lutte contre le changement climatique. Et en fait, cette réflexion-là, elle est hyper intéressante parce que sur le territoire français, on voit qu'il y a une réelle volonté des pouvoirs publics d'industrialiser comme pas possible. On a eu 66 sites clés en main industriels qui ont été annoncés en juillet dernier, il y en avait 12 en janvier dernier. Et en fait, on arrive à un moment clé où le juge ordonne à l'État français de revoir ses politiques pour réussir à atteindre les baisses de GES qu'il s'est engagé à atteindre. Or, ce n'est pas en prenant des grands objectifs simplement politiques qu'on va réussir à faire ça. Ce n'est pas simplement en révisant les budgets carbone que les GES baissent d'eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est en fait en allant sur le terrain et en prenant des décisions et des changements qui sont concrets, c'est-à-dire en ne permettant pas aujourd'hui que des pouvoirs publics encouragent et subventionnent ce type de projet, justement. Voilà, peut-être simplement pour remettre ça en contexte, mais on n'est pas sur un projet simplement territorial, il l'est parce qu'il est ressenti aussi par les citoyens comme une lutte, mais on est sur une problématique de politique publique qui est immense et qui aujourd'hui est condamnée. Ok, alors je ne sais pas si d'autres représentants d'associations veulent s'exprimer, sinon peut-être que nos avocats, que je tiens à remercier pour le travail qu'ils ont fait pour formaliser d'un point de vue juridique le recours, est-ce que nos avocats veulent s'exprimer peut-être? Il ne faut jamais donner la parole à un avocat, tu sais bien. Bonjour à tous. Petit préalable, je ne suis pas candidat à ces élections régionales. Et si j'interviens dans ce dossier, c'est parce que je suis surpris qu'aucune leçon n'ait été tirée de tout un tas de précédents qui ont affecté la région Occitanie et qui auraient pu amener les autorités, l'exécutif régional à prendre des décisions qui soient complètement opposées. De quel précédent suis-je en train de parler? On va commencer peut-être par la privatisation de l'aéroport de Toulouse. On se retrouve en quelque sorte dans la même situation où les collectivités locales se trouvent en minorité dans une société commerciale, même si c'est une SEM en espèces, et en plus, dans le dossier de Port Nouvelle, on a un pacte d'actionnaires qui fait porter, comme l'a dit tout à l'heure Guilhem, en quelque sorte la responsabilité et le risque intégral de l'opération. On parle de 350 millions d'euros, c'est un budget énorme, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est l'un des principaux investissements de la région, et cet argent aurait pu être orienté différemment. Le deuxième précédent qu'on connaît bien à Toulouse, c'est celui d'AZF, et maintenant qui se double avec ce qui s'est passé l'année dernière à Beyrouth. On sait bien que tout ce qui est engrais azoté, ammonitrate, etc., est extrêmement dangereux, et il faut prendre un certain nombre de précautions. Et on a du mal à comprendre qu'on construise un lieu de stockage aussi important en plein cœur d'un site, je vais dire Seveso seuil haut, qui comprend, si j'ai bien compris, au moins 5 ICPE, donc installations classées, extrêmement dangereuses. Et on veut mettre en plus, comme si l'ammonitrate ne suffisait pas, une bombe à hydrogène à proximité. C'est une aberration de sécurité. Et quand on regarde la carte, je pense que peut-être Balance ton port pourra revenir là-dessus, quand on regarde la carte, on voit bien que la ville est immédiatement, jouxte immédiatement le site industriel. Donc là encore, il y a véritablement une problématique qui se pose. Dernier élément pas le dernier élément, avant-dernier élément qu'on a évoqué, c'est un système de relations intimes entre la mer et les étangs. Il se trouve que nous avons un dossier à Saint-Brieuc qui est aussi l'extension d'un port qui démontre que l'envasement du port de Saint-Brieuc et en même temps l'arrivée des algues vertes à Saint-Brieuc est en grande partie causée par le fait que depuis 30 ans, on a construit un port commercial qui n'a pas de raison d'être et qui en quelque sorte sert de bouchon et empêche les marées de nettoyer et de siphonner la baie. Bien là, je n'ai pas encore étudié complètement le dossier, mais ça nous rappelle un peu cette situation. On vient perturber l'ensemble des relations environnementales, qui plus est, sans qu'il y ait véritablement d'études d'impact. Et là, je pense qu'Olory va revenir sur l'absence d'informations de qualité qui font dire qu'on est en train d'acheter un chat dans un sac. Et puis, dernier élément qu'on n'a pas évoqué, comme souvent quand il y a un projet de cette envergure, on nous vante, on nous explique qu'il va y avoir la création de centaines de milliers d'emplois.
Je voudrais qu'on garde à l'esprit qu'à Toulouse, nous avons un précédent fâcheux. Rappelez-vous, nous sommes en 2003, Philippe Douste-Blazy fanfaronne encore une fois en expliquant que grâce à Galiléo, qui était un projet européen de satellite qui devait tourner autour de la Terre, on allait voir arriver à Toulouse 90 000 emplois. J'ai bien dit 90 000 emplois. 17 ans plus tard, je ne suis même pas sûr qu'on soit arrivé aux milliers d'emplois. Donc, c'est bien beau de faire des projections papier comme quoi ça va créer des emplois. Il faut voir ensuite quels emplois, quelles qualités, quels risques sont pris pour les avoir si jamais ils arrivent. Donc, pour toutes ces raisons, les associations, les partis, les particuliers, les collectifs nous ont demandé d'intervenir. Je dois rendre à César ce qui appartient à César. Le gros du travail a quand même été fait par toute cette équipe qui a fait un travail approfondi, extrêmement, je vais dire, puissant, qui nous a beaucoup simplifié le travail. On n'a pas eu à plonger dans les 3500 pages de dossiers. En tout cas, on est allé à l'essentiel directement grâce à ce travail. Donc, merci à vous. Du coup, ça vous coûtera moins cher. Plus sérieusement, la stratégie qui est mise en place est assez simple. On n'est pas aujourd'hui dans le contentieux pur et dur. Nous sommes dans ce qu'on appelle un recours gracieux. C'est-à-dire que nous expliquons à la présidente de la région et à son équipe qu'il y a une possibilité de renoncer à ce projet ou de le réécrire complètement, en tout cas de tenir compte de toutes les observations extrêmement précises qui ont été faites. Et sans cela, si elle ne répond pas favorablement à notre demande de recours gracieux, nous avons la possibilité, à ce moment-là, de contester les décisions qui ont été prises. Et grâce à ce qu'a obtenu Chloé et son équipe devant le tribunal administratif de Paris, je pense que nous avons des arguments forts pour montrer que dans le respect de l'accord de Paris, dans le respect des engagements et des déclarations solennelles prises par les uns et par les autres, ce projet est une aberration écologique, une aberration économique et qu'il est dangereux même pour l'avenir de la région. Donc voilà le contexte dans lequel j'interviens. Je n'interviens pas seul, j'interviens avec Laurie Castagnet qui va maintenant vous présenter très sommairement les quelques arguments de droit que nous pourrions utiliser si jamais la région ne voulait pas nous entendre et si jamais la région s'entêtait dans son projet. Merci. Merci. Donc, effectivement, je vais vous présenter très brièvement ce que nous avons rédigé avec Maître Leguevac, donc sur la base des nombreux éléments qui nous ont été transmis. Donc, tout d'abord, comme l'a indiqué Maître Leguevac, on fait d'abord une demande gracieuse. On introduit vraiment une demande auprès de la présidente de la région pour lui demander, avant tout contentieux, de revoir sa position sur le projet avec toute une liste de propositions qui ont été faites par les différents interlocuteurs. Si elle ne répond pas favorablement ou si elle ne répond pas du tout, nous allons introduire un recours contentieux, ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir contre la décision qui a été prise en décembre 2020 sur l'attribution de la délégation de service public au consortium qui a été retenu. Plusieurs arguments sont mis en avant. On a tout d'abord le vice de procédure qui, au sein de la commission permanente, qui vient bafouer en fait le droit à l'information et le droit à la communication des élus. Donc ça, déjà, c'est le premier argument qu'on soulève. On a ensuite la remise en question de la procédure de l'attribution du contrat en lui-même, puisqu'on a vu qu'il n'y avait qu'un seul candidat qui était éligible, donc le contrat lui a été attribué, ce qui est quand même contraire aux principes fondamentaux de la commande publique. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on soulève. Maître Leguevac a aussi amorcé tout à l'heure l'argument sur l'absence d'études d'impact. On est quand même sur une installation classée. En droit de l'environnement, il y a tout un nombre d'études à faire en amont qui ne semblent pas avoir été faites ou très peu faites. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va avancer dans le recours si jamais on doit aller devant le juge administratif. Et il y a aussi quelques éléments qui sont un petit peu plus, un petit peu plus légers, mais qu'on avancera aussi. Et effectivement, nous appuyer sur la décision du tribunal administratif de Paris pourra être très intéressant puisqu'on est vraiment dans le sujet. Et ça peut être un argument assez fort aussi à mettre en avant. Voilà. Merci, Maître.
Bon, on a parlé 45 minutes. J'avais peur qu'on soit plus long. Donc peut-être que si mesdames et messieurs les journalistes, vous voulez poser des questions, c'est le moment. Une question, le courrier est adressé à Mme Delga aujourd'hui. Alors, j'attendais une réponse si ça donné. Alors, on vous entend mal. Je ne sais pas si… J'ai entendu la question. Si Maître Leguevac… je vous laisse répondre. Le courrier est parti aujourd'hui. Elle a un délai de 2 mois pour répondre. Soit elle répond favorablement, l'affaire est classée, soit elle répond imparfaitement, et là, les associations, les collectifs, les particuliers apprécieront si c'est suffisant ou pas, soit elle ne répond pas du tout dans le délai de 2 mois, et ce défaut de réponse, c'est ce qu'on appelle un refus implicite, qui fait partir un délai pour que nous puissions saisir le tribunal administratif, et ce délai est de 2 mois à compter de la réponse ou de la non-réponse. Donc là, ils ont 2 mois pour réfléchir ou ne répondre. D'autres questions? Madame Ducrot, Monsieur Marcaillou. Est-ce qu'il y a des précédents en France? Pardon? Il y a des précédents en France. La jurisprudence, des précédents en France, de demande de recours en droit. Est-ce qu'il y a des précédents en France? Il y a au moins un aspect, je ne sais pas si c'est votre question, mais qui est unique en France, c'est qu'un port de commerce, sa gestion et son exploitation soient déléguées à une CEMOP. Ça, c'est une première en France. C'est une certitude. CEMOP dans laquelle la région va être minoritaire au capital et dans le conseil d'administration. C'est-à-dire que par le pacte d'actionnaires, le contrôle effectif et réel de la société est confié au privé. Et ce que disait tout à l'heure Guilhem, c'est qu'en plus, tout un tas d'obligations, d'engagements financiers indéterminés sont mis aujourd'hui à la charge de la région qui ne peut donc pas décider. Si donc le gestionnaire fait des erreurs de choix stratégiques ou tactiques, eh bien, c'est le public qui va payer ces erreurs du privé. Et ça, c'est quand même très disproportionné, pour prendre l'expression qui plairait au Conseil d'État, et ce n'est pas normal. On peut comprendre que la CEMOP soit créée pour avoir un outil d'aménagement régional, etc. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faut que la région aille jusqu'au bout et prenne le contrôle. La notion fondamentale, comme pour l'aéroport de Toulouse, c'est celle de contrôle de l'activité. Ce qu'on reproche vraiment, et l'expression a été reprise par Guilhem, c'est qu'on a une privatisation des bénéfices éventuels, mais une nationalisation des pertes certaines. Et ça, ce n'est pas normal. Vous évoquez le business plan avec tous les points qui vont être évoqués avec le conférence de presse. Il est consultable où ce business plan? Est-ce que, excusez-nous, on vous entend très mal. Est-ce que ça vous dérangerait de formuler votre question dans le chat par écrit? Et éventuellement, Et si vous pouvez utiliser le chat, pendant ce temps, peut-être que notre journaliste ou une autre journaliste peut poser une question si vous le souhaitez. Valentine Ducrot, Nelly Barbet, Laurent Marcaillou, Baptiste, je ne sais pas son prénom, son nom, pardon. Guilhem, si je peux me permettre, je pense qu'effectivement, ce point il doit être vraiment appuyé parce qu'il n'y a clairement pas de prise de risque pour le consortium d'entreprises. C'est la région qui se porte garante de toutes les pertes basées sur un business plan qu'on dénonce du coup, qui n'est pas du tout le business plan du monde de demain. Donc, on est presque sûr que ce business plan ne sera pas réalisé. Enfin, moi, je ne vois pas en 2040 qu'on continue à faire des transits comme ça. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Brigitte, il y a une question de Laurent Marcaillou dans le chat. Elle était là, je la vois. Y a-t-il une possibilité de monter les éoliennes géantes sans modifier le port ou creuser les fonds marins? Première question. Et le port peut-il survivre avec le trafic actuel? Quelles sont les pistes d'activité en respectant l'écologie? C'est ce qui a été évoqué un petit peu tout à l'heure par Laurence. Peut-être que sur la question des éoliennes, je propose qu'Albert peut-être réponde. Je peux répondre. Vas-y. Alors,
les éoliennes telles qu'elles sont conçues actuellement ne peuvent pas être conçues. Alors, le projet comporte la construction d'un quai qui est spécifiquement dédié aux éoliennes. Dans sa configuration actuelle, le port ne permet pas la construction des éoliennes. Mais l'intégralité du projet dépasse très largement la question de la construction des éoliennes. Nous avions fait des propositions d'aménagement pour qu'on puisse construire les éoliennes là, et qui impliquaient des travaux qui n'étaient même pas la moitié de ce que l'on a prévu et de ce qu'on est en train de réaliser. Donc, il y a une disproportion totale. Et cette disproportion totale, on la retrouve même dans le business plan de la CEMOP, puisqu'on nous explique que ce n'est pas la construction des éoliennes qui va faire vivre le port. Ce n'est qu'un petit morceau du business plan. Parce que s'il n'y a pas le reste, ben ça s'écroule, ça ne marche pas. À propos du business plan, je vois qu'il y a une question qui est posée par je ne sais quel journaliste qui demande est-ce que le business plan de la CEMOP est consultable et a-t-il été rendu public etc. Bon, nous le détenons parce que des élus, des élus l'ont reçu, mais normalement c'est un document public puisqu'il fait partie du dossier de la CEMOP, des 3000 pages de la CEMOP. Dedans, il y a le business plan et on nous explique même, quand on lit le compte rendu de la commission d'appel d'offres, il nous explique que le contrat est donné au consortium de ces entreprises au vu du business plan. Donc le business plan est partie intégrante complètement du dossier. Après, si vous avez des difficultés pour l'obtenir auprès de la région, qui normalement doit vous le communiquer, puisque c'est un document public, nous ferons plaisir de vous le communiquer, ce n'est pas un problème. Et oui. Si vous nous le demandez, on peut vous l'envoyer dans l'après-midi, il n'y a aucun problème. C'est un document public, donc on n'est pas tenu à le garder. J'ajoute à ça, y compris qu'il est tellement public qu'en fait, les élus, quand les élus se sont prononcés sur la délibération, implicitement, les élus ont été appelés à se prononcer sur l'acceptation du business plan, sauf que ça n'a pas été mentionné clairement aux élus. C'est en ça que, bon, moi personnellement, j'estime qu'il y a eu un énorme défaut d'information dans ce qui a été communiqué aux élus. Or, vous savez que le droit à l'information des élus, c'est peut-être le premier principe d'une assemblée délibérante. C'est inhérent au pouvoir de délibérer que les élus soient bien informés. C'est un principe simple qui est que voilà, on ne peut décider qu'en connaissance de cause. Bon, ben là, j'affirme que ça n'a pas été le cas. Il y avait une autre question de M. Marcaillou, c'était est-ce que le port peut survivre tel qu'il est actuellement? Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi il survit. Alors, pourquoi il ne survivrait pas au port tel qu'il est actuellement? Vous savez, il accueille des bateaux jusqu'à 145 mètres de long, 10 000 tonnes. Il y a des trafics qui se font actuellement. Et les variations de trafic que l'on constate à la Nouvelle, où ça grandit, ça diminue, c'est corrélé avec l'ensemble des trafics que l'on constate ailleurs. On nous a dit que si le grand port ne se faisait pas, le port était mort. Ouais, mais j'aimerais bien avoir la démonstration, on ne l'a jamais eu. C'est pas du tout. Ensuite, c'est vrai que le port actuel, il a quand même besoin d'évolution parce qu'il a des défauts, parce qu'on peut le faire autrement, mais ça n'implique absolument pas le projet tel qu'il est actuellement. Encore une fois, il faudrait vous reporter, bon, on ne va pas le mettre à l'écran là aujourd'hui, mais il faudrait se reporter déjà au débat public de 2013 où il y a eu des propositions d'aménagement. Il faudrait se reporter à l'enquête publique de 2018 où il y a eu des propositions d'aménagement alternatives où on pouvait accueillir des bateaux un petit peu plus grands. Pourquoi énorme? Ça n'a pas de sens actuellement. Donc, c'est pas tout ou rien, c'est pas ou le projet ou le port actuel. J'espère avoir répondu à votre question. Et si vous permettez, j'aimerais intervenir pour préciser un petit peu, parce que quand on ne connaît pas le projet, c'est difficile de se représenter la chose. Mais en fait, on a le port actuel avec son chenal, et le quai lourd des éoliennes est construit à l'intérieur de ce port historique, avec un tirant d'eau
au plus bas 11 mètres et demi, je crois, de tirant d'eau. Et le grand bassin est à côté avec alors, quand je dis grand bassin, ce grand bassin, il fait à peu près la même surface que pour la nouvelle. C'est vraiment très grand. Il sera à 16 mètres et demi de tirant d'eau, le chenal encore un peu plus bas. Et il est construit pour pouvoir accueillir des très gros bateaux de 225 mètres, et notamment des pétroliers. Or, aujourd'hui, les pétroliers, ils ont la possibilité de décharger leurs hydrocarbures enfin l'essence, le gasoil, par le Sea Line. Donc, on a un port qui est opérationnel pour ça, qui d'ailleurs, au débat public, l'opérateur qui importe ces hydrocarbures s'est opposé au projet. Parce qu'il y avait de prévu le démontage du Sea Line. Or, pour pouvoir faire entrer les bateaux à quai dans le grand bassin. Si le pétrole ne rentre pas dans le grand bassin, le grand bassin n'a aucune comment dire, raison d'être. Raison d'être, exactement. Et or, aujourd'hui, je vais pas penser à le rappeler, mais j'aimerais rappeler quand même qu'avec la situation Covid, mais pas que, c'était de toute façon, ça allait nous arriver un jour, les plus grandes entreprises d'industrie pétrolière, les grandes majors, ont toutes publié une réduction de leur capital de 30 à 70% d'ici à 2030. 2030, c'est demain. Donc, ces 5 grosses entreprises sont en train de se désengager du pétrole parce qu'on est sur du pétrole non conventionnel, beaucoup plus difficile à aller chercher, beaucoup plus cher, beaucoup moins rentable, etc. etc. Et ils investissent énormément dans les énergies renouvelables, notamment Total. Et du coup, s'il y avait... Donc, ça a un gros impact sur la marine marchande qui fonctionne à 99% au pétrole, la marine marchande internationale. Donc, c'est pour ça que les bateaux du futur, on va en avoir besoin. Bon, c'est juste petit aparté. Mais voilà, ce grand bassin, il n'a de raison d'être que si on fait rentrer des grands bateaux. Il n'a pas de raison d'être pour les éoliennes. Il a des raisons d'être pour faire rentrer des gros bateaux. Voilà. D'autres questions? Guillaume, juste une remarque. La région continue à marche forcée. Xavier Bigot, juste une remarque. La région continue à avancer à marche forcée sur ce projet, parce qu'il y a une délibération à nouveau sur la CEMOP qui passera en commission permanente le 12 février. Très bien. La région continue sur cet aspect-là. Oui, on peut le dire. On peut même être plus précis, c'est-à-dire que la région va voter le 12 février le fait qu'elle va garantir à hauteur de 300 millions d'euros l'ensemble des emprunts que pourrait souscrire à la CEMOP. Voilà. C'est un élément de plus qui expose la région à un risque financier colossal et réduit au maximum les risques financiers pris par l'opérateur privé. Si je puis me permettre, alors qu'on a besoin d'argent aujourd'hui pour investir vers la reconversion industrielle, etc. Parce qu'il n'y a pas que le port de la Nouvelle, hein, la région Occitanie devrait réfléchir à ça. On doit pouvoir investir après dans des projets aujourd'hui qui sont importants pour pouvoir prétendre répondre aux enjeux climatiques, environnementaux. Or là, elle fait absolument le contraire. Elle met en danger les finances de la région qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Parce qu'effectivement, 350 millions, c'est la première tranche. Et lorsqu'on va monter, ça va aller encore plus loin. Et lorsqu'il y aura des problèmes, eh bien, la CEMOP, elle fera payer la région. Je pense qu'il faut avoir ça aussi en tête hein, pour les prochaines années. Pour que les choses soient claires pour les citoyens comme moi qui ne connaissent pas bien le budget régional, c'est quel volume globalement? Le budget régional seul, sans les fonds européens, c'est 2 milliards d'euros. C'est ça, 2 milliards. milliards 3 d'euros. On est en train de mobiliser 350 millions sur 2 milliards annuels, ce qui est colossal. Pour un seul projet. C'est énorme. 350 millions d'euros, c'est… C'est 6 lycées. Voilà, c'est 6 lycées. C'est plus que le budget annuel des deux entreprises, c'est plus que le budget annuel pour l'éducation, c'est colossal. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse, comme on le fait dans le temps, des petits comparatifs comme ça. Ce projet, c'est 6 lycées, des choses comme ça, parce que ça parlera plus aux citoyens.
Et peut-être pour anticiper une question de M. Marcaillou, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue économique avec 350 millions d'euros? La région, qu'est-ce qu'elle peut faire habituellement? Si on réorientait ces 350 millions qui vont être fléchés, faites un exercice juste comme ça de créativité. Je pense qu'on peut avoir plusieurs projets économiques transversaux véritablement positifs. Alors, attention, il y a la... 350 millions, c'est énorme. C'est 3 fois les 5 millions qui sont promis là pour l'aéronautique. Vous imaginez ce qu'on peut faire en termes de relocalisation, d'installation d'agriculteurs, de reconversion industrielle, de financement de nouveaux lycées, parce que la pression démographique est très forte. On peut faire énormément de choses. 350 millions, ce n'est pas une paille, effectivement, dans le budget annuel de la région. C'est beaucoup. Si on enlève, comme disait Guillaume, les fonds européens, 350 millions par rapport à 2 milliards et quelques, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça correspond au plus haut budget que sont, en général, maintenant l'aide à l'économie, l'éducation et la formation professionnelle. C'est-à-dire quand même des budgets essentiels. Pour parler la langue des investisseurs privés, quel est le retour d'investissement pour la région? Elle met 350 millions d'euros, mais elle a espoir de récupérer quoi? 3 000 emplois simplement? Ça va faire cher l'emploi dans ce cas-là. Mais l'emploi, on est incapable aujourd'hui, les copains du collectif l'ont dit, de savoir exactement. On est passé de 3 000 à 1 500. Personne ne sait jamais rien. Et à chaque fois, on a le même débat. Sur d'autres grands projets inutiles en région, on a toujours le même problème. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a de l'emploi, et quand on gratte un peu, cet emploi il se réduit comme peau de chagrin. Et y compris, ce ne sont pas forcément des emplois locaux, parce qu'il y a des savoir-faire ou des formations qui ne sont pas en région ou qu'il faudrait mener pour pouvoir effectivement proposer de l'emploi à des personnes sur la région elle-même. Donc, ce n'est pas le cas. J'ai juste une question, parce qu'on a déjà vu des précédents où des industriels sont venus faire la chasse aux subventions et s'installent quelque temps et puis disparaissent. Est-ce qu'il y a quelques garanties dans les différents... Parce que je n'ai pas tout vu. Est-ce qu'il y a des garanties qui ont été prévues pour permettre à la région de récupérer ces sommes colossales? Non, c'est une des grosses difficultés pour le coup. C'est que le contrat de concession est passé pour 30 ou 35 ans. 40 ans. 40 ans. Et que les seules possibilités pour la région pour rompre le contrat sont quelques fautes extrêmement graves détaillées dans le business plan, mais qu'en fait, la possibilité réelle pour la région de mettre fin au contrat si elle le souhaite pour des motifs d'intérêt public n'existe pas dans le contrat. Sauf indemnisation coûteuse. Ah ben oui. Alors, M. Marcaillou a une question. Pourquoi la région sera-t-elle minoritaire dans la CEMOP? Est-ce un choix ou une obligation juridique dans les sociétés d'économie mixte? Alors, moi je peux répondre. Vas-y. Dans les contrats de concession, habituellement, c'est une société privée en tant que telle qui gère la délégation de services publics et à ses risques et périls, en gros. Bon, par exemple, vous avez des villes qui transfèrent à un privé, je ne sais pas, la gestion des parkings. Bon, le parking gère à ses risques et périls. Là, avec le statut de CEMOP, la région est donc actionnaire aux côtés des opérateurs privés. Il y a un minimum légal d'actionnariat public prévu pour pouvoir prétendre au statut de CEMOP. C'est 34% des parts détenues par la puissance publique. Donc, le choix fait par la région, c'est d'aller au minimum légal. Voilà, 34%. On pourrait tout à fait imaginer une autre forme, effectivement, de répartition du capital. De la même manière qu'on pourrait imaginer une SEM simple à majorité de capital public. Là, la difficulté qu'on n'a pas abordée ce soir, c'est qu'on se retrouve avec la collectivité territoriale qui est à deux niveaux. La collectivité territoriale est censée être le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire celui qui passe le marché et qui est censé le contrôler. Sauf que comment voulez-vous que le conseil régional joue un vrai rôle de veille, de surveillance, de contrôle sur les activités de la CEMOP, alors même que le conseil régional est également actionnaire minoritaire de la CEMOP, soumis aux décisions prises par l'opérateur privé qui est majoritaire dans le capital. Bon, je vous renvoie au débat, il y a eu des débats parlementaires sur cette question-là. Ce qui est sûr, c'est que quand les débats parlementaires ont travaillé cette question de la CEMOP et cette possibilité juridique nouvelle, qui est une sorte de Frankenstein juridique dans le droit français, c'est sur pression de la Commission européenne qu'a été proposé au niveau législatif
la création c'est une nouvelle forme de partenariat public-privé. Hein. Bon. Mais il n'était pas imaginé qu'une CEMOP soit par exemple utilisée pour gérer un port. C'est quelque chose de totalement nouveau et qui n'était même pas prévu dans le type de débat législatif qu'il y avait à ce niveau-là. Du coup, la région est dans un double jeu qui se fait au détriment de l'intérêt public, ça c'est clair, et de la possibilité de contrôle des contribuables, des citoyens et des élus. Mais donc oui, la région aurait pu faire d'autres choix de société d'économie mixte en ayant un contrôle public de la société. Un autre monde est possible, si je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, ça fait 1h15, donc je pense qu'on a fait un tour assez complet. Normalement, le recours a été communiqué à la presse, donc il faudra trouver tout un tas d'arguments qui ont été repris de ce qui a été dit. Je vois que Pascal voulait parler. Je voudrais rajouter un petit point là. Dans les pages 25, page 42 de ce fameux schéma régional qui doit diriger la politique de développement de la région, il est marqué qu'on doit préserver et développer l'agriculture locale, la relocalisation, et qu'on doit arriver à un développement vertueux. Moi, je voudrais simplement noter sur le manque d'imagination aussi par rapport à ce projet, au lieu de chercher à importer des céréales qui viennent du Canada ou des USA, en France, on consomme 560 000 tonnes de pâtes et de semoule, donc de la transformation du blé dur. On en consomme 560 000 et on n'en transforme qu'à peine la moitié. Et sur cette moitié, il n'y a pas une seule tonne qui peut être recyclée. Donc, un projet très simple, ça serait peut-être le développement de petites entreprises de transformation locale. Je pense qu'on arriverait à un nombre d'emplois bien supérieur aux 150 emplois qui sont promis dans le business plan de la CEMOP. Voilà, je voulais rajouter ça comme petit exemple de relocalisation effective et pas simplement du discours voilà, des politiques en place en Occitanie. Merci. Merci. À moins qu'il y ait de nouvelles questions, peut-être redire à la presse qu'on est à votre disposition si vous nous demandez des éléments qui sont communicables. Voilà. Et qu'on compte bien, en tout cas, informer les citoyens de cette situation. Voilà. Parfait. On s'en tient là? Je pense qu'on a fait un tour complet. Et après, je vais vous envoyer donc tout ça et vous pourrez le monter comme vous voulez. Très bien. Ben, écoutez, merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.